Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 51e épisode de L'Aubry qui court. En attendant un énième reconfinement, avant un énième déconfinement et qu'on soit pendu aux décisions du gouvernement, je vais vous parler cette semaine de comment les labos pharmaceutiques ont repris le pouvoir sur la gestion sanitaire. On va essayer de déconstruire et d'analyser un peu tout ça. Ensuite, je vais vous parler de l'explosion des inégalités avec les derniers rapports Oxfam, comme quoi c'est pas la crise pour tout le monde. Et enfin, c'est le retour de notre coin des lobbies. Et là, on a un petit favori, comment le MEDEF européen est vraiment pas content qu'on demande à réguler les multinationales. Allez, c'est parti, générique. La gestion européenne vaccinale illustre tous les dangers du laisser-faire, du tout marché, quand on abandonne en fait au secteur privé la gestion de notre santé. Force est de constater que c'était un des risques qu'on avait pointé et que pour une fois on aurait bien voulu avoir eu tort, mais que ni l'Union européenne ni la France n'ont fait quoi que ce soit pour reprendre le contrôle sur les laboratoires privés. Il y a une chose qui est symptomatique d'abord, c'est la question des contrats. Ça fait des semaines qu'on se bat au Parlement européen pour que les contrats entre les labos pharmaceutiques et la Commission européenne, pour des milliards d'euros, soient rendus publics. Parce que c'est un enjeu, c'est payé avec de l'argent public, notre argent, et donc on a le droit de savoir, on a le droit de connaître les clauses qui entourent ces contrats. Et ce que nous a répondu la Commission européenne, c'est que elle ne pouvait rien faire, nous parlementaires on ne pouvait rien faire, et que c'était au laboratoire de décider s'ils voulaient bien rendre leur contrat public. Et là j'ai envie de leur dire, mais pardon, c'est pas nous qui fixons la règle, c'est pas nous qui imposons des conditions à ces labos, d'autant plus que la plupart d'entre eux ont bénéficié de fonds publics pour faire leurs recherches. Bon, il y a eu quand même une forte mobilisation qu'on a impulsée au niveau européen, on a quand même obtenu une première victoire, et c'est à noter parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. Un premier contrat a été rendu public, celui avec CureVac, mais sauf que c'est un des vaccins qui n'est pas encore en circulation, on n'a toujours pas celui de Pfizer, d'AstraZeneca par exemple, malgré nos demandes. Et dans ce contrat, alors d'abord il a été juste rendu accessible aux députés dans une salle fermée, sans téléphone, enfin dans les conditions assez rocambolesques, juste avec un petit crayon à papier. Bon, finalement il a été rendu public, sauf que pas dans son intégralité. Il y a des parties du contrat qui sont rayées, donc on a un contrat tronqué en quelque sorte. Mais on apprend quand même dans certaines parties qui sont publiées qu'il n'y a pas de responsabilité des laboratoires. En cas d'effet secondaire, en gros, c'est aux États de payer, pas aux laboratoires. On apprend aussi que les États qui achètent ces doses ne peuvent pas les donner à d'autres pays, notamment des pays les plus pauvres. Et donc, ça reste in fine quand même en quelque sorte la propriété des labos privés. Et dans ce contexte, la médiatrice européenne, donc la défenseuse des droits en fait au niveau européen, a lancé une enquête pour lever l'opacité qui entoure ces contrats. Ça fait suite à notre mobilisation, celle aussi des ONG, et puis nous on va continuer à se battre pour que ces contrats soient rendus publics, parce qu'on a le droit de savoir à partir du moment où c'est payé par notre argent. Alors tout ça symbolise ce que la Commission européenne considère comme un marché comme un autre, le vaccin, dans lequel les entreprises multinationales imposent leurs règles en quelque sorte. Il y a un symbole de tout ça, c'est le scandale de la 6e dose de Pfizer. Vous en avez peut-être entendu parler. En gros, il y avait un flacon dans lequel les soignants pouvaient extraire 5 doses de vaccin, et Pfizer est revenu vers les autorités sanitaires en disant bah maintenant vous pouvez en extraire une 6e, alors que ça servait aux soignants pour avoir un peu de marge. Et du coup, ça permet derrière à Pfizer non seulement de diminuer leur livraison auprès des différents États européens notamment, et d'augmenter leur marge puisque le prix qu'on va payer est toujours le même. Ça c'est pour Pfizer, et on peut regretter que dans ce contexte, on n'ait pas de vaccin européen, en tout cas aucune capacité à en produire. Sanofi a annoncé cette semaine qu'ils abandonnaient leurs recherches. D'ailleurs c'est pas une surprise quand on sait qu'ils ont supprimé 400 postes en recherche ces derniers mois. Et au final, Sanofi va se retrouver à aider au conditionnement des vaccins et ne pas en produire. Et c'est là, c'est dommage. La raison pour laquelle Sanofi ne peut pas produire aussi un des vaccins qui a été développé par les labos pharmaceutiques, c'est parce qu'ils sont protégés par ce qu'on appelle des brevets qui sont déposés. Et donc, ça veut dire que on a la connaissance quelque part,
mais les autres labos pharmaceutiques qui auraient la capacité de produire ces vaccins ne le peuvent pas parce que c'est protégé par le marché. Alors que là, il s'agit de santé, c'est non seulement irresponsable et injuste, inégal, notamment pour certains pays en développement qui n'ont pas un accès aussi facile à ces vaccins puisque c'est payé au prix d'or, mais c'est aussi inefficace. Parce que si on ne vaccine pas tout le monde en même temps, ça va revenir comme un boomerang puisque l'épidémie va continuer à se développer là où les gens ne sont pas vaccinés. C'est pour ça que nous, on se bat depuis le début pour faire de ces brevets un bien public mondial, en gros faire sauter ces brevets et faire de ces vaccins un bien public mondial pour qu'ils soient développés en plus grande quantité possible, satisfaire l'ensemble des besoins et aller le plus rapidement possible parce que la vérité, c'est que on en a besoin, sinon on va continuer à vivre dans les mois et les années qui viennent au rythme de déconfinement, reconfinement, couvre-feu et autres idées farfelues que va nous inventer le gouvernement. Et je sais pas vous, mais je crois qu'on a tous un peu besoin de prendre l'air. Cette semaine, vous en avez sûrement entendu parler, l'ONG Oxfam a sorti son dernier rapport sur les inégalités. Alors pour la petite anecdote, c'est le rapport sur lequel j'avais l'habitude de travailler chaque année qui fait état des inégalités dans le monde et en France, donc c'est toujours un peu avec une pointe d'émotion. Maintenant que je vois ça de l'extérieur et que je relais avec beaucoup de bonheur pour donner du poids à ces chiffres et à leurs conclusions parce que cette année forcément les chiffres ne sont pas reluisants et se focalisent spécifiquement sur l'impact de la crise économique sur les inégalités. Et très clairement, la conclusion principale c'est que c'est pas la crise pour tout le monde. Les milliardaires français se sont enrichis de 175 milliards d'euros cette année en 2020. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 2 fois le budget de l'hôpital public. Comme quoi, de l'argent, il peut y en avoir, peut venir en aide à nos soignants. Et d'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, c'est que la France se démarque au niveau international puisque c'est le 3e pays où la fortune des plus riches a le plus augmenté derrière les États-Unis et derrière la Chine. Et ces chiffres sont à mettre en parallèle avec l'explosion de la pauvreté. On vient de passer le seuil de 10 millions de pauvres en 2020. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de 2,5 millions de personnes. Et puis je pense particulièrement aux précaires qui perdent leur boulot, aux jeunes dont un quart ne peuvent pas manger à leur faim, qui sont en détresse psychologique. Bref, quand on voit un tel amas de richesses face à la galère des gens au quotidien, on se dit que le gouvernement n'a pas rempli sa mission de redistribution des richesses particulièrement importante en ce temps de crise. D'abord, le gouvernement, il insulte les étudiants, tous ceux qui sont en galère, qui demandent le RSA pour les jeunes de moins de 25 ans, alors qu'on est un des seuls pays en Europe à ne pas offrir de prestations sociales pour les jeunes. Il leur dit « endettez-vous », voilà l'avenir qui est proposé par Stanislas Guerini, le chef de la majorité. Et puis dans son plan de relance, il y a seulement 1% qui est consacré aux aides sociales. Et puis le gouvernement ment aussi sur l'aide aux plus précaires avec une aide de 900 € pour les plus précaires qui sera touchée qu'en février 2021 et qui selon la CGT ne bénéficiera pas à la grande majorité des plus précaires. Et puis il laisse aussi les entreprises du CAC 40 se gaver de dividendes tant qu'à faire. Elles ont versé 36 milliards d'euros de dividendes. De nouveau, comme quoi quand on veut, on peut, de l'argent il y a. Mais cet argent-là, il n'est pas redistribué. Et ce que nous demandons de manière claire et simple, c'est une taxe sur les profiteurs de crise. Il n'y a pas de raison de faire de profit pendant la pandémie. Il n'y a pas raison que les inégalités s'accroissent encore plus. C'est un des moyens de financer le RSA pour les plus jeunes, de financer la hausse des minima sociaux, de financer 100% du chômage partiel. Bref, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire financièrement grâce à une taxe sur les profiteurs de crise, grâce à un impôt sur le patrimoine et grâce à de nouvelles marges de manœuvre qui pourraient être dégagées au niveau européen si on annulait une partie de la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Voilà de quoi se donner des perspectives pour remettre un peu de solidarité dans un temps où on a bien besoin. Alors, dans notre coin des lobbies cette semaine, tiens, les multinationales, le MEDEF européen n'a pas l'air très content de notre loi sur le devoir de vigilance européen.
Alors notre coin des lobbies a déménagé à Paris et on inaugure avec une belle lettre, comme on les aime bien, de Business Europe. Business Europe, c'est le lobby des grandes multinationales européennes. En gros, c'est le MEDEF européen et qui est fâché tout rouge, mais vraiment pas content, parce que on est en train de faire adopter au niveau européen le devoir de vigilance des entreprises multinationales. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est un de mes combats prioritaires au Parlement, c'est le fait de rendre responsables les entreprises quand elles violent les droits de l'homme, quand elles violent les droits sociaux, quand elles exploitent des enfants, etc. Ou quand elles détruisent l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement. Et forcément, c'est pas du goût de ces entreprises multinationales qui commencent à sortir les gros bras et à jouer les Cassandres en disant que globalement ce sera la fin du monde si ce texte passe. Et ils nous disent ce sera horrible votre truc si on est rendu responsable des horreurs écologiques, sociales et humanitaires qu'il provoque à l'étranger. Bon, un peu plus et j'ai presque la larme à l'œil. Mais c'est intéressant aussi de regarder précisément les arguments qu'ils utilisent. D'abord, ils nous disent que la loi ne devrait demander que le contrôle des fournisseurs directs et que c'est impossible d'aller plus loin. Bon, là-dessus, déjà, il leur suffirait d'intercaler un intermédiaire véreux pour se dédouaner de leur responsabilité. Et puis, surtout, moi, ce que je trouve ça fou, c'est qu'ils nous disent que, en gros, leurs chaînes d'approvisionnement sont hors de contrôle, qu'ils peuvent rien faire et qu'ils ne sont au courant de rien. Mais quand il s'agit de faire des beaux schémas d'évasion fiscale ou de trouver des usines les moins chères du monde pour faire produire leurs produits au mépris de tous les droits humains, alors là, leur chaîne d'approvisionnement, ils les connaissent super bien. Et puis, si leurs chaînes d'approvisionnement sont vraiment hors de contrôle, bah, il serait peut-être temps d'y mettre de l'ordre. Peut-être que ce sera moins la panique la prochaine fois qu'il faudra produire des médicaments ou des masques et des gants. Et puis, leur dernier argument, c'est que ils nous font le coup de c'est les États qui doivent protéger les droits de l'homme et l'environnement. Et nous, bah, les entreprises, on est là que pour faire des affaires. Le message, en gros, hein, c'est que l'exploitation des enfants, la destruction de l'environnement, tout ça, c'est aux États de gérer. Les entreprises, elles sont là que pour faire du business. Bon, j'ironise sur tout ça, mais je crois que c'est assez symptomatique et ça illustre le lobbying intensif que va exercer et qu'exercent déjà les entreprises multinationales, le chantage à l'emploi, pour éviter que ce texte qui vise à réguler les multinationales passe. Et forcément, on va nous dire c'est pas le moment au vu de la crise, que les multinationales n'ont pas les moyens d'indemniser les victimes. Et puis, il va y avoir le courrier, il va y avoir les petits déjeuners, les invitations, les réunions Zoom, et puis le chantage. Et forcément, la droite va être sensible à ces arguments. Alors, c'est mal nous connaître. Nous, on va continuer à dénoncer leur petite magouille. Pour la petite anecdote, cette lettre, ils ne l'ont pas envoyée à moi directement parce qu'ils savaient que ça allait se retrouver publiquement, mais ils l'ont envoyée à tous les autres députés de la commission dans laquelle je siège. Bon, moi je prends ça un peu comme un honneur et puis je vais continuer à dénoncer ce qu'il se passe en coulisses et leur influence, parce que ce n'est pas aux multinationales de faire la loi, et n'en déplaise d'ailleurs au MEDEF européen, le texte est passé dans notre commission des affaires juridiques. C'est une première victoire, on reviendra plus en détail sur ce texte dans les semaines qui viennent, et la mobilisation va continuer jusqu'à la session plénière pour le faire adopter. On aura besoin de vous. Allez, on revient, on va leur montrer que notre David citoyen est plus fort que leur Goliath des multinationales. C'est la fin de ce 51e épisode de Le Bruit qui court. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le partager, à l'aimer si vous l'avez bien aimé, à nous faire des commentaires, et puis à vous abonner à la page YouTube si c'est pas encore le cas pour recevoir des petites notifications pour les prochaines vidéos. En cette fin de semaine, je suis avec des étudiants, notamment pour parler de précarité étudiante. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine où il y a une première grande date de mobilisation sociale le jeudi 4 février. On se retrouve toutes et tous dans la rue. Et en attendant, je vous laisse avec ma petite chanson de la semaine, pas très connue, ou en tout cas moi on m'a dit qu'elle était pas très connue, j'avais l'impression qu'elle était connue. Mathieu derrière les caméras, il m'a dit qu'il le connaissait pas, mais c'est peut-être parce qu'il est trop jeune, ou que, bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une chanson qui est assez chouette et qui résonne dans le contexte des inégalités dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, une chanson du groupe 10 Years After, dont le titre est I'd love to change the world, j'aimerais changer le monde, et surtout qui dit tax the rich, feed the poor, taxer les riches, nourrir les pauvres, tout un agenda politique qui était vrai dans les années 70 et qui est encore plus vrai maintenant.
Non, putain, attends. 1, 2, 3. Je suis allée trop fort.